Et c'est maintenant le début de Rendez-vous avec Pierre Lessard. Ce rendez-vous dans Symphonie a pour but vraiment que j'accueille vos questions, que j'y réponde avec mon cœur, aussi avec mon expérience comme un guide, en toute humilité, euh, et qu'on reste unis aussi dans tout cela. Alors, le but, ce n'est pas de répondre à des questions sur des sujets extérieurs, que je donne un enseignement sur ceci, cela. Ce n'est pas non plus de corroborer si ma pensée sur quelque chose correspond à la vôtre. C'est vraiment de poser des questions quant à vous, dans votre parcours évolutif, ce qui pourrait vous stimuler s'il y a une difficulté, s'il y a un écueil, qu'est-ce que je peux vous suggérer par rapport à tout ça. Donc, on est dans un parcours d'évolution, chacun à son rythme, chacun à son étape, on ne se compare pas. Et on ne compare pas nos difficultés non plus, on ne compare pas les souffrances. Les souffrances de l'un sont différentes des souffrances de l'autre. Et puis les joies, elles, sont plus près que nos souffrances. C'est bien qu'on se ressemble, eh bien, chacun est différent. Et les réponses à un peuvent aussi aider les réponses à l'autre. Alors, je vous propose d'inscrire vos questions dans le chat, pardonnez la version anglaise, dans le chat, en mettant des points d'interrogation au début et à la fin pour que je puisse reconnaître les questions à travers les différents commentaires qui sont là, les salutations et tout, et tout, et tout. Alors, vous pouvez commencer à poser vos questions. Point d'interrogation au début, vous pouvez inscrire votre prénom si vous voulez pour que je puisse vous parler directement. Alors, on peut commencer. Est-ce qu'il y a des questions? Si jamais je passe tout droit à une question et que vous voyez que je suis rendu plus loin et que j'ai pas vu votre question, vous pouvez évidemment la reposer. Soyez, comme, comment je pourrais dire, conciliant avec moi. J'essaie de faire de mon mieux, mais des fois, je saute une question. Et puis, je peux vous dire aussi que si vous pouvez pas rester en ligne, eh bien, à partir du moment où vous êtes inscrit, inscrite, vous avez le replay, vous avez la rediffusion dans votre espace membre qui va être mis là peut-être demain, après-demain. Là, on fait le plus rapidement possible. Donc, quelquefois, c'est immédiatement, mais quelquefois, ça prend une journée. Ça dépend de tout ce qu'on a à faire, à vivre, à diffuser aussi. Alors, il y a déjà des questions qui entrent en ligne de Nadia. Quelle est la date du lancement du livre en juin? Eh bien, le livre sera imprimé cette semaine. Moi, je vais en avoir des copies vendredi. Donc, il va être diffusé, distribué en boutique, en librairie, au Québec. Donc, comme il est imprimé dans la région de Montréal, c'est généralement Montréal qui est là en premier, puis ça s'en va partout dans la province. Et c'est mis sur des bateaux, là, les prochains bateaux pour l'Europe, et ça prend 2 mois environ, donc fin août pour l'Europe. Alors, il n'y a pas un lancement précis au Québec. On n'a pas fait une date de lancement. Par contre, je vais sûrement proposer au mois de septembre une rencontre dans laquelle je vais particulièrement parler de ce livre. Alors, voilà. Ça s'appelle les 16 dimensions de l'éveil. C'est les dimensions de l'être humain. Alors, l'être humain a accès à 16 dimensions. Ces 16 dimensions sont des états de conscience. En général, les gens sont dans un état de conscience de troisième dimension. Il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Mais chaque être humain individuellement a la possibilité d'entrer dans un état de conscience de quatrième dimension, dans un état de conscience de cinquième, de sixième, de septième. Alors, on n'est pas dans l'attente que l'humanité puisse transmuter. Évidemment, un jour, comme actuellement, en général, l'humanité est dans un état de conscience de troisième dimension. Un jour, l'humanité sera dans un état de conscience de cinquième dimension. Il n'en demeure pas moins que chacun peut entrer dans un état de conscience euh, d'une dimension ou d'une autre. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à l'automne, là, il y a le livre, mais à l'automne, ce que je vais faire des ateliers pour guider, des ateliers très pratiques pour guider comment entrer dans un état de conscience de quatrième, de cinquième, de sixième. Évidemment, il y a des états de conscience de certaines dimensions qui demandent d'avoir
pratiquer des choses. Donc, on ne pourra pas tout explorer en une journée. Ah voilà, on continue. Alors, j'ai répondu à Nadia. Chris. Je vais vous dire aussi, parce que je vois le nom de Chris, que le livre va aussi paraître en anglais. Donc, il va être distribué aussi aux États-Unis, éventuellement dans le monde. Il est en traduction déjà. La base de la spiritualité, c'est la séparation d'avec l'autre pour être chacun dans notre unicité. Je suis souvent fusionnel. Quelle piste pouvez-vous donner pour que je reprenne ma confiance et me recentre? Alors, c'est la phrase que vous citez, elle est, oui, je comprends qu'il y a un paradoxe là. Je Moi, j'aurais pas dit la base de la spiritualité est la séparation d'avec l'autre. Nous sommes tous mus, vraiment, par une pulsion de vie et d'amour. Donc nous sommes tous mus par une pulsion d'union. Cette pulsion provient, c'est vraiment une énergie, et ça provient aussi de notre âme, ça provient de la source. Donc, la spiritualité ne nous demande pas de se séparer de l'autre. Pourtant, elle nous demande de ne pas nous identifier à l'autre. Ça, c'est une nuance importante. Donc, je dirais que, si vous permettez, Chris, je dirais, la spiritualité nous invite à nous éveiller à qui on est vraiment profondément, âme, esprit et corps, pour nous unir dans ce qu'on est vraiment, plutôt que de nous unir dans nos personnalités. Alors, c'est ça la nuance. Donc, vous pouvez être très, très uni à une personne. La difficulté vient lorsque vous êtes dans une attente ou une attache ou encore une dépendance de l'autre. C'est-à-dire lorsque vous vivez pour l'autre. Je reprends à un autre niveau. Comme nous sommes tous mus par une pulsion d'union, nous avons tous vraiment une envie profonde d'aimer et d'être aimé. Et ça, c'est naturel. Et on ne veut pas se défaire de ça, parce qu'on veut retrouver vraiment la conscience et la sensation que nous sommes un. Alors, et souvent, comme on ne va pas rencontrer tout le monde sur la Terre, on va s'unir à des gens, comme à des amis, des copains, une personne, s'unir véritablement tout en étant nous-mêmes. La difficulté, ça, quand vous parlez de séparation d'avec l'autre, il ne s'agit pas de se séparer de l'autre. Il s'agit de constater que cette pulsion d'amour totalement spirituelle et naturelle, qui est une pulsion d'union, fait souvent en sorte, ou est souvent interprétée comme la personne, pour plaire à l'autre, pour être aimé de l'autre, tente d'être et de faire ce qu'elle croit que l'autre va aimer en soi. Donc la personne se change ou change ses états, ses expressions, ses façons d'être pour plaire, pour être aimé, pour répondre vraiment à son besoin d'amour. Et donc, souvent, des personnes s'unissent dans l'attente d'être aimées et dans la tentative d'être ce qu'elle croit que l'autre veut qu'elle soit. Et donc là, l'idée, c'est de se séparer de ça. C'est d'être soi et d'aimer l'autre, et que l'autre aime qui l'on est véritablement. Mais je ne parle pas de qui on est dans l'aspect caractériel, qui on est véritablement, d'abord dans notre nature, une nature universelle. Aimer l'autre pour ce qu'il est. Et donc, pour aimer l'autre pour ce qu'il est, on commence par s'aimer. Donc, l'idée, c'est être dans son unicité. Ça peut être confondu à être dans sa personnalité. Être dans son unicité, ça veut dire être soi, un être qui est à la fois amour, conscience, manifesté dans l'incarnation totalement, de telle sorte que l'on puisse vraiment aimer les autres dans ce qu'ils sont totalement et s'unir dans ce qu'on est. J'aime une métaphore que j'utilise
à l'occasion pour mieux comprendre, c'est que, imaginons qu'on fait une grande peinture commune. Ouais. On met sur un mur un tableau, imaginons 3 mètres par 2 mètres, et qu'on est un groupe et qu'on se dit, tiens, on se sent unis, chacun va venir faire, va venir poser sa couleur, collaborer à la peinture. Alors, si je dis, par exemple, à tout le monde vient faire un trait rose d'environ 10 centimètres de telle forme. Eh bien, tout le monde vient faire ça, puis on dit, voilà, ça c'est, on est tous unis, on est tous interdépendants, en fait. Ça ne nous représentera pas. Mais si je dis chacun met la couleur, la forme, avec le pinceau, avec la main, avec le coude ou avec le pied, eh bien, l'ensemble de la peinture va être l'expression de chacun qui représente l'union du groupe. Donc, l'idée, ce n'est pas de se séparer des autres, mais de vivre en union en étant totalement soi. Voilà. Alors, oui, reprenez votre conscience, Chris, retrouvez la sensation de qui vous êtes vraiment, vos qualités, vos talents, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous inspire, et choisissez d'être cela et aimez les êtres et unissez-vous parce que vous les aimez. Et s'unir, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire devenir dépendant, faire ce que l'autre veut ou demander à l'autre de faire ce qu'on veut? Non, c'est pas que l'autre réponde à ses besoins que je répondais, c'est d'apprécier l'autre, c'est d'être stimulé par l'autre. Alors, vous vivez en union avec quelqu'un, donc quand on dit l'approche fusionnelle, ben, c'est compris de différentes façons. C'est compris de différentes façons aussi en Europe ou au Québec. Et en fait, vous pouvez vivre en union vraiment. Et pour moi, dans mes mots, l'union, c'est une mutuelle stimulation. Vous vivez avec quelqu'un, vous stimulez vraiment cette personne à être elle-même dans toute sa beauté, dans toute son expression, et cette personne vous stimule à être vous-même. Et donc, on n'est pas obligé de faire les mêmes choses. Par contre, on peut avoir envie d'être ensemble par moment et de faire des choses ensemble. Donc, vous pouvez vivre vraiment en union et être très, très bien avec une personne et souvent avec une personne et vivre une relation très intime, intimiste. L'important, c'est d'être vous dans tout ça. Voilà. Isabelle nous dit, je finis les travaux d'un petit appartement dans ma maison à Volvic, vers Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Ah, le Puy-de-Dôme, j'ai visité ça. Je suis allé au Puy-de-Dôme en novembre dernier et waouh, quelle énergie magnifique. Je souhaite le plus tôt possible faire un atelier là avec mon ami Pascal qui vit là, pas très loin du Puy-de-Dôme, et les amis que j'ai de la région. Et j'espère pouvoir vous accueillir pour 2023. Viendrez-vous dans notre région? Assurément, Isabelle, assurément, j'irai là. S'il n'y avait pas un atelier, je veux certainement retourner là, mais aussi aller marcher sur les petits volcans autour. Là. Et il y a d'autres lieux dans toute cette région de l'Auvergne que je veux visiter aussi. Quelle belle région énergétique. Merci de le mentionner. Sabine, bonjour. J'ai du mal à accepter mon côté féminin. Comment peux-je faire? Alors, ce qui est intéressant, c'est de réaliser que, d'abord, le côté féminin est expliqué de différentes façons, selon les personnes qui en parlent. Le côté féminin, pour moi, au niveau spirituel, énergétique, c'est l'énergie créatrice, d'abord et avant tout. C'est l'énergie créatrice, l'énergie qui s'élève, c'est l'énergie ascendante, associée à une spirale ascendante dans l'être. C'est la puissance créatrice de l'être humain. Donc, c'est d'abord ça le féminin, le principe féminin, l'énergie du féminin. C'est d'abord ça. C'est aussi une énergie qui favorise l'expression de l'être. Donc, c'est en favorisant l'expression de l'être, elle favorise comment d'être soi. Et si chacun est soi, ça favorise l'union. Et donc, en favorisant l'expression, ça favorise aussi de la guérison. Alors, c'est très, très important, cette
puissante énergie. Après ça, il y a la société qui définit le féminin différent du masculin avec des éléments qui sont extérieurs. Mais le féminin, si vous regardez à la base, l'homme, le principe masculin dans l'homme, le principe féminin dans la femme, il y a une union des deux. L'homme apporte la semence et la femme, avec cette semence, va générer une création. Vous connaissez bien sûr le principe au niveau physique, mais au niveau subtil, c'est pareil. Alors, vous êtes inspiré parce qu'il y a un côté masculin en vous, c'est votre inspiration, le ressourcement, la semence, lorsque vous vous ressourcez. Et puis, après, qu'est-ce que vous faites avec toute cette nourriture? Votre création, votre expression, c'est votre côté féminin. Maintenant, dans la société, le côté féminin aussi parle d'éléments, par exemple, je ne sais pas, de délicatesse, d'harmonie, l'harmonie, l'amour et tout cela. Ça fait partie de ce que notre société appelle le côté féminin aussi. Pour moi, il y a une différence entre le principe féminin, le côté féminin. Maintenant, si vous avez de la difficulté à accepter l'aspect féminin, voyez d'abord l'aspect spirituel énergétique, allez contacter dans votre bas-ventre la puissance du féminin, la puissance créatrice qui va favoriser l'ouverture de votre cœur pour vous-même et ensuite pour les autres. Puis, dans un deuxième temps, si vous parlez de l'aspect plus de l'expression féminine, de la manifestation du féminin, de la présentation du féminin, bien, allez voir qu'est-ce qui vous ennuie de tout cela. Dans tout être humain, il y a un aspect féminin, il y a un aspect masculin. Généralement, dans un homme, l'aspect masculin, le principe masculin est plus présent que l'aspect féminin, mais il y a des exceptions, évidemment. Et on est là pour aussi favoriser l'émanation des deux. Alors, allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez de la difficulté à accepter dans l'aspect féminin, l'aspect de votre expression, de votre création, l'aspect de la sensitivité. Souvent, on parle de l'aspect féminin avec la sensibilité, l'émotivité. Et en fait, ça, je trouve que on se rend compte de plus en plus que c'est pas tout à fait vrai. Les hommes ont appris de génération en génération à camoufler leurs émotions. Vous connaissez ça, l'homme ne pleure pas, mais ça, aujourd'hui, je trouve que il y a de moins en moins d'hommes qui sont comme ça. À travers les dernières décennies, l'homme a appris à contacter ses émotions. Donc, je ne pense pas que l'émotion soit plus féminine, mais en fait, ce qu'il y a de plus féminin, c'est la sensitivité. La femme est plus près des sensations et l'homme est plus près de ses inspirations. Mais il y a des femmes qui sont après ça, on retrouve son équilibre. N'interprétez pas trop vite mes paroles. Il y a des femmes qui sont plus inspirées que sensitives. Mais en fait, la sensitivité est très, très importante parce que on a mis, durant les derniers centenaires, millénaires, dans l'évolution, dans la croissance de notre humanité, un accent que moi, je trouve exagéré sur l'aspect intellectuel, mental, donc de la connaissance et aux dépens des sensations. Or, qu'est-ce qui est le plus important pour nous dans la vie? Ce qui est le plus important, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est l'union et tout ça. Et tout ça, ce sont des sensations. Donc, le retrouvaille du féminin, c'est aussi la retrouvaille de sa sensitivité, de l'importance des sensations pour nous guider. Non pas aux dépens du masculin, mais l'idée, c'est vraiment d'unir tout ça et de favoriser le déploiement du masculin et du féminin en chacun. Alors, allez retrouver vraiment votre force créatrice, allez retrouver votre sensitivité, votre ouverture et voyez qu'est-ce qui vous gêne dans ça? Parce que c'est difficile de répondre à votre question, parce que je ne sais pas ni comment vous interprétez le féminin et ni qu'est-ce qui vous gêne dans le féminin en vous. On peut s'en reparler.
Samuel nous dit: «Je me questionne par rapport à mon taux d'énergie. Je me sens souvent vidé et j'ai du mal à reprendre le dessus». Alors, voilà, actuellement, il y a vraiment beaucoup de gens qui vivent ça, Samuel, et il y a plusieurs raisons. Évidemment, si on regardait sur un aspect physiologique, eh bien, l'équilibre, vous savez, de vitamines, protéines, minéraux, ben, est important parce que si on manque de quelque chose, on peut se sentir énergétiquement épuisé. Ça va de soi que si, par exemple, vous manquez de magnésium, c'est très physique, euh, mais vous pouvez vous sentir énergétiquement vraiment épuisé et avoir des difficultés qui sont pas que physiologiques, mais qui sont aussi au niveau psychique, parce qu'il y a un manque de magnésium ou de potassium ou d'autres minéraux. Donc, il y a cet aspect-là équilibré. Maintenant, au niveau énergétique, ce qui est important actuellement, c'est de réaliser qu'il y a vraiment une élévation du taux vibratoire de notre environnement, et ce, depuis longtemps, évidemment. Mais cette augmentation, cette élévation, elle est exponentielle et donc, de plus en plus, l'élévation est rapide et là, on vit même une accélération. Ce qui fait en sorte que si personnellement, on n'élève pas notre taux vibratoire régulièrement, chaque jour, eh bien, on peut sentir un écart, un décalage. En fait, on ne sentira pas ça, mais il y a un écart, un décalage qui peut faire en sorte qu'on peut se sentir alourdi. Là, vous parlez de vous sentir vidé, vous pouvez se sentir alourdi. L'autre aspect dont j'ai parlé, et même dont je parle dans un livre qui s'appelle Nourriture de guérison et transmutation cellulaire, c'est que nous sommes en mutation et que toutes les formes de vie actuellement sur Terre sont en mutation. Ce que je veux dire par là, c'est que autant la flore, la faune que l'être humain sont en mutation profonde, en transformation. Chez l'être humain, il y a une transformation actuellement au niveau de sa structure énergétique, il y a une transformation au niveau de son ADN, il y a une transformation au niveau de ses glandes. Alors la transformation, ça, ça utilise l'énergie et peut faire en sorte que vous vous sentez fatigué. Donc actuellement, il y a énormément de gens qui se sentent fatigués, voire même épuisés. Donc, une des choses qui est importante, c'est qu'on doit se reposer plus qu'auparavant pour vraiment récupérer. Qu'est-ce que je veux dire par transmutation? Je vous fais imaginons par exemple que l'hypophyse, la glande c'est une glande qui fait partie du concept pituitaire. L'hypophyse, par exemple, qui est la glande maîtresse et qui est responsable de l'équilibre du système nerveux central, périphérique aussi, du mémoriel, du conceptuel, du cognitif, de la vision, etc. Et de tout l'aspect aussi de la connaissance subtile et intellectuelle. Mais c'est une glande maîtresse. Et cette glande maîtresse, elle est particulièrement en mutation. En mutation, donc elle se transforme et ses facultés vont être plus grandes, de plus en plus grandes. Ça ne se transforme pas en un jour ni en un mois, ça se transforme en vraiment plusieurs années, même décennies pour certains individus. Eh bien, je fais le parallèle avec quelque chose comme si vous transformiez votre cuisine dans votre maison sans pourtant quitter la maison. Donc, imaginons que vous faites des rénovations dans votre maison et que vous en avez pour un mois à rénover la cuisine. Et pendant ce temps-là, vous habitez la maison. Eh bien, d'abord, c'est plus difficile de vous faire la cuisine, ça va de soi. Il y a de la poussière, il y a du bruit, il y a toutes sortes de choses. C'est extrêmement fatigant, énervant et ça vous affecte. Vous vous sentez vraiment en difficulté. Vous allez au travail et puis ce qui se passe dans la maison, évidemment, vous affecte et vous ne vous sentez pas si plein de ressources à votre travail. Eh bien, c'est une métaphore, c'est une analogie avec votre glande hypophyse est en mutation, c'est pour le mieux, ça va favoriser l'éveil de nos facultés, ça va favoriser aussi plus de puissance. C'est comme ça pour l'ensemble de nos glandes, pour notre structure énergétique, pour l'ADN. Donc, c'est sûr que ça demande beaucoup de ressources. Et donc, plusieurs personnes se sentent vidées. Si en plus, vous réagissez aux ondes, eh bien, ça s'accumule. C'est-à-dire, vos glandes sont en mutation, la fréquence autour de vous
s'élève, les ondes peuvent vous affecter. Et puis, d'autre part, le temps s'écoule plus rapidement. Vous avez l'impression que tout passe plus vite. Eh bien, c'est un fait. C'est un fait. J'en ai parlé déjà depuis une dizaine d'années que c'est comme si on s'en aperçoit pas parce que notre horloge, ben, sur notre horloge, il y a 24 heures et puis c'est 24 heures. Sauf que le temps s'écoule plus rapidement. Le 24 heures, c'est comme si le 24 heures avait 22 heures, par exemple. Eh bien, tout va plus vite. C'est comme si on n'a jamais le temps de faire les choses et il y a une pression. Et puis après ça, ben, il y a différents types de pression émotionnelle, mentale qui s'ajoutent. Donc, le tout ajouté à ça, et puis avec ce qui se passe dans le monde actuellement, ben, évidemment que vous pouvez vous sentir vidé. Donc, ce qui est important, et je le répète, et c'est ce que vous entendez dire le plus souvent, élevez votre rythme vibratoire chaque jour, et même des fois 2 fois par jour, et puis de telle sorte que vous puissiez repousser vraiment les difficultés associées à, à tout ce qui pèse sur vous, que ce soit des ondes, que ce soit des virus, que ce soit d'autres tensions, que vous harmonisiez plus avec l'énergie ambiante, que vous suiviez le rythme. Donc ça, c'est très important. Je le dis, je guide. Vous avez aussi sur Symphonie, j'ai expliqué ça dans une vidéo et sur l'autre vidéo, je guide l'élévation du rythme vibratoire. C'est offert, ça vous est donné, c'est sans frais. Allez sur Symphonie, allez retrouver ça. 2 vidéos et puis ça va vous aider, certainement. Et puis, il y a le processus d'équilibre énergétique qui vous est offert aussi sur Symphonie, qui vous permet vraiment de bien vous centrer, de vous énergiser chaque jour. Alors, j'ai fait en sorte de vous offrir des outils à tout le monde pour que justement vous vous sentiez plus en équilibre et plus en forme. Caroline, j'ai une amie qui m'a traité de complotiste et ça me choque et me blesse. Alors, il y a des choses qui se transmettent dans le monde qui, qui peuvent blesser, bien sûr. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous alliez voir qu'est-ce qui est blessé en vous? Qu'est-ce qui vous blesse vraiment? Si vous êtes une complotiste et que vous aimez ça parce que vous sentez qu'il y a un complot ou qu'il y en a plusieurs, eh bien, c'est votre choix. Si vous n'êtes pas une complotiste, même si des fois vous posez des questions, etc., là, je pose pas d'évaluation de complotiste ou pas. Mais si pour vous, vous n'êtes pas une complotiste, alors vous n'êtes pas une complotiste et c'est tout. Si votre ami trouve que vous êtes une complotiste et que ça vous choque, c'est allez voir qu'est-ce qui est choqué dans ça. Alors vous allez voir que il y a une recherche d'être apprécié tel que vous êtes, donc il y a une recherche, et c'est parce que vous sentez qu'elle ne vous connaît pas bien, vous sentez qu'elle porte un jugement, et alors le fait que ça vous choque et vous blesse, c'est que là, il y a une frustration, il y a quelque chose avec ça, avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Donc, s'il y a un choix de votre part avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez le transformer. Maintenant, à partir de ça, ce qui est important, c'est de sortir de la colère et de la blessure. Alors, il y a plusieurs choix. Vous pouvez aussi demander à cette personne, votre ami, pourquoi tu dis ça et comment moi je vois les choses comme ci, comme ça. Et puis, donc, vous expliquez. À partir du moment où vous vous êtes expliqué, vous avez eu la possibilité de vous expliquer, ça va. Si elle ne vous croit pas et garde son jugement, eh bien, ça lui appartient si c'est un jugement. Comme je l'ai dit, si vous êtes de la théorie des complots et que vous avez cette évaluation-là, ben, c'est un choix. Si elle vous dit que vous êtes complotiste et que vous l'êtes, ben, après ça, vous n'avez pas à être blessé. Mais si vous vous sentez pas comme ça, alors vous pouvez d'une part lui répondre et après, eh bien, expliquer, voici ma position maintenant. Son évaluation des choses lui appartient, comme vous pouvez trouver que tel, tel gestionnaire, président, premier ministre fait ou fait mal son travail. Et puis après, c'est très important que
vous agissiez sur vous plus que sur elle, parce que la frustration ou le malaise, la colère et la blessure, non seulement ça diminue votre rythme vibratoire, ça affecte votre sang, ça affecte vos organes, ça affecte votre corps. Donc, ça affecte votre psyché. Vous vous sentez mal avec ça, mais si c'est maintenu, si vous transformez ça, ça va. Mais si c'est maintenu à l'intérieur de vous, que vous n'agissez pas face à ça, eh bien, dans un second temps, ça affecte au niveau non seulement psychique, mais physique aussi. Donc, c'est important de utiliser la sensation de colère. J'imagine, Caroline, si le mot choqué est différent, on l'utilise différemment au Québec qu'en Europe. Si choqué, c'est-à-dire ça vous secoue. Si vous êtes en Europe, si vous êtes au Québec, ça vous fâche. Alors, ça vous blesse. Donc, vous avez, vous, avec vous-même, à vous dire, voilà, qui je suis. Vous, vous savez qui vous êtes. Vos amis, vous, parce que vous êtes, parce que vous leur dites, ont à savoir qui vous êtes. Si vous avez l'impression que c'est un jugement, vous pouvez le transmettre. Pourquoi vous me jugez ainsi alors que je ne suis pas ainsi? Si vous conservez cette amitié, ce qui est important, c'est vraiment d'aller changer ça. Est-ce que vous me suivez bien, Caroline? Catherine me dit: «Pierre, comment ressentir l'ouverture du cœur et la paix quand on prend des médicaments pour sa santé?» Eh bien, oui, je comprends votre question et à la fois, ben, il y a vraiment des médicaments qui vous coupent de vous-même, mais je connais des gens, d'ailleurs, j'étais avec quelqu'un, ce week-end qui a beaucoup de médicaments et qui a une santé, très, très particulière. Je connais plein de gens, ça fait 40 ans que j'œuvre au niveau de la santé, je connais plein de gens qui sont hyper médicamentés et dont les médicaments ne les coupent pas d'eux-mêmes et qui peuvent sentir vraiment la paix et l'amour. Même, je connais des gens extrêmement médicamentés dont l'amour inconditionnel pour eux, pour la vie, pour les autres, est parmi les plus grands que j'ai rencontrés dans la vie. Donc là, ici, s'il y a des médicaments qui vous coupent de vous-même, ce qui est important, même si vous ne le sentez pas, une sensation physique, psychique, c'est que vous sachiez qui vous êtes. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des situations qui arrivent à des personnes où les médicaments semblent être un non-choix. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des médicaments naturels, mais à un certain moment, c'est ça, c'est la vie où il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, ce qui est important, c'est que vous puissiez fermer vos yeux et vous dire que vous êtes, quel que soit votre état, quel que soit votre état physique, quel que soit votre état psychique, vous êtes un être de l'univers. Et ça, c'est très important. Vous êtes une âme, vous êtes un esprit, vous êtes incarné, vous êtes un être de lumière incarné. Et votre expérience de vie est une expérience qui favorise vraiment des transformations progressives. Et toute expérience, même si c'est pas toujours évident, a aussi pour but de vous favoriser un contact de plus en plus profond avec vous. Donc, quels que soient les médicaments, vous pouvez choisir, même si vous ne sentez pas l'euphorie amoureuse pour vous-même, vous pouvez choisir de vous reconnaître. Quelles que soient vos capacités qui sont transformées, altérées par vos médicaments, vous êtes un être qui est intact au niveau énergétique, au niveau lumineux. Vous êtes intact. Votre âme est intacte, votre esprit est intact, vous êtes intact. Le corps peut être abîmé, le corps peut nécessiter des médicaments, ça peut altérer votre relation à vous-même. Quelquefois, des gens me disent, bon, avec certains médicaments pour le cancer sont un peu dans le brouillard, ils sont plus là. Vous êtes intact. Écoutez mes paroles, ressentez-le, je parle à tout le monde. Vous êtes vraiment pur et intact. C'est comme ça que je vois chacun et tous les grands maîtres vont vous le dire. Vous vivez une expérience de vie. L'expérience peut être douloureuse, peut être exigeante. Et
l'expérience, celle-ci, vous amène vraiment à retrouver la reconnaissance de qui vous êtes et vous pouvez être en paix. Vous pouvez être en difficulté avec les médicaments parce que vous n'avez pas envie d'en prendre. Il y a des médicaments qui créent ou il y a des pathologies et il y a des médicaments qui font en sorte qu'une personne, par exemple, est plus prompte, plus réactive, plus colérique, qui a des comportements même bizarres. Il y a même des médicaments qui entraînent les gens à jouer, à aller au casino. Et donc, la personne a de la difficulté à être en paix avec elle-même. Réaliser que ce que créent les médicaments comme état et comme réaction n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Si ça vous amène dans une difficulté de sensation, alors vous avez à être dans la conscience de qui vous êtes. Je sais qu'il y a des médicaments qui font que la personne ne se sent plus. Alors, entendez que vous êtes dans la conscience de qui vous êtes réellement. Il n'y a pas de solution miracle à votre question, mais il y a vraiment la conscience de qui vous êtes vous-même. Alors, l'ouverture du cœur, elle est là à partir du moment où vous voulez vous aimer, aimer les autres. Vous vous aimez pour progressivement être qui vous êtes et vous reconnaître. Vous aimez les autres sans les juger, comme vous aimez votre enfant, par exemple. Alors, l'ouverture du cœur est là, même si vous ne le sentez pas. Véronique nous dit comment faire pour se libérer de nos blessures. Alors, évidemment, là, c'est une grande question et c'est un grand processus. J'accompagne les gens depuis 30 ans à se libérer de leurs blessures et il y a différents chemins. D'abord, on commence par bien identifier ces blessures et parallèlement reconnaître que quelle que soit l'apparente source extérieure, on n'est pas victime de qui que ce soit. Alors ça, c'est très important. Il y a des gens qui peuvent réagir à ça. Alors, ça ne signifie pas que tout le monde a raison. Ça signifie, par exemple, imaginons que dans l'enfance, vous, à différentes reprises, vos parents, votre famille vous a dit: «Ah, tu n'y arrives pas, voyons, t'es pas habile, t'es pas capable, comment ça se fait, tu n'y arrives à rien, t'es bonne à rien», et cetera. Alors, bizarrement, hein, vous avez l'impression que ça arrive pas, mais ça arrive plus souvent qu'on pense, où et peu à peu, l'enfant perd confiance en lui-même, a vraiment l'impression qu'il est bon à rien et finalement, l'enfant vient qu'à vraiment adopter cette vision qu'il est nul, qu'il est bon à rien, qu'il est pas à la hauteur, qui est moins que les autres, une complexe d'infériorité totale. Par exemple, c'est un exemple, je dis pas que c'est le vôtre là, Véronique, qui me j'ai perdu ça. Où est-ce que j'en suis avec les questions? Qui me parle? Aïe, 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 j'ai perdu le film en fait. Je m'excuse, hein. C'est parce que les questions déroulent sur l'ordinateur et là, je perds à qui je parle. Alors, je imaginons donc qu'il y a une blessure comme ça. Par la suite, la personne elle se dit: «Comment je vais me» cette blessure-là peut augmenter parce que la personne devient timide, perd confiance en elle et parce qu'elle perd confiance en elle, ben, elle peut développer certains types d'attitudes, certaines façons d'agir, même à l'école, comme adolescent, et puis, les enfants quelquefois vont rire d'elle parce que la personne n'ose pas, et cetera. Et là, la personne commence à se sentir rejetée. Et là, elle a une blessure de rejet. Et parce qu'elle a une blessure de rejet, ben, elle se présente pas, donc elle est finalement de plus en plus dans la solitude. Puis dans la solitude, elle en vient qu'à ne plus s'aimer. Donc il y a quelqu'un qui me dit tout à coup, j'ai une blessure, je ne m'aime pas et les autres ne m'aiment pas. Et ça vient d'une blessure de rejet et ça vient du fait que des parents ou un environnement a dit: «Tu n'étais pas capable», la personne se sent moins que rien. Vous voyez, une espèce d'escalade de blessure. Alors, ce qui est important,
c'est de réaliser que, un peu comme je le disais tout à l'heure, il y a une expression quelquefois qui marque que des gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent, être faire partie d'un processus blessant, de générer une blessure. Ce qui est important, c'est que la blessure, c'est la blessure que qui est en vous, de le réaliser que vous êtes pas la victime, vous êtes vraiment dans un moment de une vie de transformation. Ce que je veux dire par là, c'est que trop souvent, quand on dit c'est à cause de l'un, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de ça, eh bien, tant qu'une personne est victime, elle est victime. On ne peut pas changer ça. Je ne veux pas changer ce qui s'est passé dans votre enfance. Par contre, on peut dire, ça, c'est dans votre enfance, les personnes qui ont dit ça ou qui ont fait ça, qu'ils le pensaient ou non, c'était des personnes blessées. Par exemple, dans ce cas, une mère qui dirait à son enfant, hein, vraiment, t'es bonne à rien, c'est une personne qui peut-être a ses difficultés, peut-être qu'elle a connu une journée épouvantable au travail et peut-être qu'elle-même n'arrive pas à... Et ça déborde. Donc, c'est pas une justification. Mais là, il y a une parole qui sort. Il y a une parole qui sort de trop. Moi, je veux pas accuser les parents. Je fais juste dire quelquefois que même les parents, dans leurs propres blessures, ou les conjoints dans leurs propres blessures, font des gestes ou disent des paroles qui génèrent des blessures. Vous savez, c'est une espèce de cercle vicieux, cette histoire-là. Et donc, l'idée, c'est de se rendre compte que la personne qui ou les événements sont associés à leurs blessures. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant ou adolescent, vous avez inscrit quelque chose en vous. Quelquefois, ça vient d'une vie antérieure aussi. Mais ce que j'ai cru, ce que j'ai vraiment compris, c'est que les blessures des vies antérieures se réveillent dans notre vie. Donc, on n'a on n'a pas vraiment toujours besoin d'aller vers les vies antérieures pour voir nos blessures. C'est-à-dire quelqu'un qui a été rejeté dans une vie intérieure, s'il a travaillé cette blessure, ben, le rejet, il va le vivre dans cette vie aussi. Alors d'abord, on a à identifier cela, identifier qu'est-ce que ça génère. Donc, les sources de ça, d'où ça vient cette blessure et depuis quand. Comment moi j'accueille, comment j'accepte cela, cette blessure-là. Et est-ce que j'accepte les conséquences? Donc, je peux dire, tu sais, cette blessure-là, elle appartient au passé. Globalement, c'est associé au passé. On peut se dire, maintenant, je pose un regard différent. Sur certains aspects, je n'ai peut-être pas d'habilité, mais j'en ai sur d'autres, comme tout être humain. Et là, je commence à poser vraiment un regard de reconnaissance sur qui je suis. Alors, je ne peux pas faire tout le processus avec vous, mais je peux vous dire que identifier vraiment la blessure et la blessure qui a généré la blessure, donc tout le processus d'identification, ne pas être victime, donc vivre un processus de dévictimisation, et il y a une transformation du regard sur vous par la reconnaissance de qui vous êtes. Un être humain peut passer des heures à voir tout ce qu'il n'est pas capable d'être et de faire. Et s'il passait tout ce temps à identifier ce qu'il est, ses qualités, ses dons, eh bien, ce qu'il ne peut pas faire perd de toute son importance. Alors, voyez-vous, c'est un peu dans ça. Ça passe par la reconnaissance de soi. Voilà, c'est une réponse partielle, je sais bien, mais là, c'est une question, c'est tout un parcours. Donnez-moi un instant, là, je vais vérifier les questions pour voir où j'en suis, là. Alors, j'ai quelqu'un ici, je vois qu'il y a une question. Comment accueillir une personne qui nourrit de la haine? Une personne qui nourrit de la haine, c'est une personne qui est blessée. Une personne qui est haineuse, c'est une personne qui est blessée. Et déjà, vous savez que si une personne nourrit sa haine envers quelqu'un, quelque chose, elle est blessée et elle est mal. Parce que avec de la haine, si vous avez connu un moment où vous étiez vraiment en colère, ou même si vous avez connu un moment où il y avait de la haine en vous, vous savez très bien, d'une part, que cet état haineux est très désagréable et cette personne n'est pas bien.
elle est blessée puisqu'elle a de la haine. Elle avait des attentes, elle a des frustrations qui nourrissent sa haine. Si elle nourrit la haine, c'est parce que c'est sur ses frustrations. Donc, elle n'est pas bien. D'autre part, si elle nourrit la haine en elle, ben, comme je vous ai dit, psychiquement et physiquement, ça a des impacts majeurs, importants. Au niveau énergétique, son rythme vibratoire diminue et au niveau physiologique, ben, ça a des effets. Elle va être mal au début et puis ça peut même générer des déséquilibres plus ou moins grands selon l'ampleur de la haine et le temps que ça dure. Donc, la première chose, euh, accueillez-la. Est-ce que la haine est envers vous? Ça, la question ne dit pas. Si la haine est envers vous, vous pouvez lui demander qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes en colère, vous avez tant de haine envers moi, ou si c'est vers l'extérieur. Alors, l'idée, c'est de ne pas juger la personne, de la voir, la sentir comme une personne blessée. Euh, c'est aussi important, une fois, de ne pas réenchérir, c'est-à-dire la personne déteste quelque chose et vous en parle et donc je le vois différemment, je ne suis pas nécessairement en accord avec ce qui se fait là-bas, etc. Mais je n'ai pas de la haine parce que la haine, quand même, je me sens mal avec ça. Et qu'est-ce qui pourrait changer? Ce qui est important, c'est souvent que la haine est projetée vers l'extérieur. La personne voudrait que quelque chose change extérieur ou est frustrée par quelque chose qui est ou qui a eu lieu, alors que c'est sa façon de réagir face à cela. Je vous donne un exemple de ce qu'on en a parlé ce week-end. Il y a un jeune homme qui a tué des enfants aux États-Unis, là, il y a 2 semaines, moins de 2 semaines. Vous pouvez tout à coup être complètement sous le choc et frappé de ça et vous pouvez avoir de la haine pour ce jeune homme. Ce qui est important, c'est tout à coup, face à ce jeune homme, comment on pourrait l'accueillir. On peut l'accueillir comme quelqu'un qui est vraiment mal. C'est quelqu'un qui est blessé profondément. Un être humain qui n'est pas blessé ne tire pas sur des enfants inconnus pour les tuer. Alors, comme je prends un autre exemple plus près, parallèle, dans votre milieu de travail, imaginons qu'un confrère, une consoeur dise une méchanceté à l'autre. Un être humain ne dit pas une méchanceté comme ça, gratuite. Quelqu'un qui dit une méchanceté à l'autre, par exemple, tu es bon rien, c'est quelqu'un qui a lui-même une difficulté, lui-même une blessure. Sinon, tu peux dire à quelqu'un, ah, tu as de la difficulté avec telle chose, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu veux de l'aide? Peut-être que ce serait plus simple si tu travaillais sur telle langue ou sur autre chose, mais on ne dit pas de méchanceté. Donc, alors, l'idée, c'est on accueille une personne et dans le cas de ce jeune homme, on trouve qu'il est haineux, qu'il est blessé, et qu'est-ce qu'il a besoin? S'il a tant de frustration, s'il a tant de colère, ben, il a besoin de compassion. Il a besoin de compassion. Et il a besoin d'être aidé à se reconnaître. On ne connaît pas l'histoire de chacun, mais on peut savoir que quelqu'un qui est haineux, c'est quelqu'un qui a besoin de compassion, qui a des frustrations, qui a besoin d'être accueilli en disant est-ce que je peux aider sur quelque chose en lui parlant? Donc, sans parler de sa haine envers le truc. Encore une fois, je pourrais parler de ça, je préfère un atelier, une journée, 2 jours, que sur ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que la haine en vous, qu'est-ce que la colère, et qu'est-ce que la colère génère autour de vous. Isabelle nous dit, Jésus et Bouddha étaient des âmes comme nous au départ, et puis ils ont ascensionné comme nous. Attendez, j'ai l'impression de revoir, de revivre cet épisode parce que j'ai l'impression de revoir des questions que je connais. Jésus et Bouddha étaient des âmes comme nous au départ, puis ils ont ascensionné comme nous, ou est-ce différent pour eux? En fait, nous vivons une vie dans laquelle nous évoluons. Nous vivons dans un continuum d'existence, c'est-à-dire que sans parler de vie avant la vie sur Terre, il y a un continuum d'existence. Donc, nous arrivons dans un état et nous évoluons à travers des expériences. Donc, chacun évolue à travers des expériences selon la façon d'accueillir l'expérience, selon la façon de se transformer en fonction de l'accueil. Si, par exemple,
Si par exemple une personne a une expérience dans laquelle elle se sent jugée, elle se sent mal, elle est fâchée, puis elle est très présente elle-même, elle se rend compte que sa colère lui nuit, puis elle transforme sa colère. Donc, ce sont des êtres qui ont vraiment vécu un processus tout en étant dans la présence, en développant l'amour d'eux-mêmes. Donc, on a tous la possibilité de vivre ce parcours. Maintenant, il faut le vivre. Il n'y a pas personne qui peut le vivre pour nous autres. C'est pas la somme de nos connaissances qui vont faire ça. Quand je dis, par exemple, imaginons que vous avez de la colère envers quelqu'un, comme ce jeune homme qui a tué les gens. C'est à vous à réaliser que votre colère, elle vous crée du malaise pour vous et elle n'aide pas cet homme. Cet homme-là qui a fait ça, ce n'est pas en étant en colère et en le jugeant qu'on va l'aider. Il ne s'agit pas de le prendre dans ses bras, alors. Il s'agit de voir qu'il y a une grande difficulté. Et puis, on peut se dire que cette difficulté dépasse cet homme. C'est une difficulté qui est des États-Unis ou même du monde entier au niveau de la violence. Et qu'est-ce qu'on peut faire, soit pour changer toutes ces formes de violence en soi? C'est ce que je faisais tout à l'heure. On va rentrer dans des états de paix. Donc, lorsque vous êtes en paix profonde, vous aidez déjà tout votre environnement à être plus en paix. Mais comme me disait quelqu'un, si vous êtes très en paix, quelqu'un qui est haineux, votre paix peut le provoquer. Mais en même temps, il s'agit de s'ouvrir, être compassion, être à l'écoute. Alors, l'idée, c'est que chaque expérience et que chaque sensation qu'on vit nous invite à nous transformer. Actuellement, nous sommes généralement tous guidés, mais je dirais, nous avons été élevés, comme on disait au Québec, j'ai été élevé, à vivre avec mon attention plus sur l'expérience que sur le sens de l'expérience. C'est-à-dire que l'idée, c'est que avoir un bon emploi, avoir une famille, avoir ça, c'est tout parfait, tout ça. Mais en même temps, l'expérience, quand il se passe quelque chose dans votre travail, par exemple, quelqu'un vous heurte par une parole, l'idée, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce qui a transformé? Comment vous utilisez ce qui se passe pour exprimer le meilleur de vous-même, l'amour de plus en plus inconditionnel, etc., etc. Et donc, là, on parle de Jésus et Bouddha qui ont fait tout ce parcours jusqu'à l'état de maître et l'ascension. Et chacun évolue à son rythme, selon aussi l'engagement avec lui-même à se transformer. Mais il y a une majorité de gens qui n'ont pas encore saisi, parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas guidés pour ça, que chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, est là pour amener à saisir, s'ouvrir, sentir, transformer quelque chose pour être de plus en plus dans son cœur et sa conscience. Katia nous demande quelle est la différence entre paix et amour. Alors, on peut répondre à ça à plusieurs niveaux. Les deux sont des sensations. L'amour est une sensation qui est associée à une puissante énergie. C'est une énergie qui est aussi une énergie qui favorise la transformation, l'évolution, la création. En fait, plus il y a de l'amour, plus il y a de l'effervescence, plus il y a un mouvement créateur. L'amour, c'est une sensation et une énergie qui est associée à l'émancipation d'un être. La paix, pour moi, c'est une des bases de l'amour. Plus un être est en paix, plus il peut aimer. Plus il est en paix, plus il peut s'aimer, et plus il peut s'aimer, plus il peut aimer les autres. La paix, c'est une sensation d'être être l'expression de soi, ce qui génère la paix. Et là, je fais, vous savez, beaucoup de gens veulent la paix dans le monde. Et j'ai fait ça tout à l'heure, si vous étiez présent à Unis pour l'humanité. Je dis, la paix dans le monde, c'est une question d'atmosphère paisible, de vibration de paix. Comment peut-on avoir la paix dans le monde lorsque ce qui est exprimé dans le monde n'est pas paisible? Alors, mais c'est qui le monde? C'est l'ensemble des êtres humains. Alors, la paix dans le monde, en fait, c'est une grande atmosphère de paix ou non,
qui est nourrie par la paix de chacun. Parce qu'on est des structures vivantes, énergétiques, et quand vous êtes en paix, ça se sent. Probablement que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui était dans une paix profonde, vous avez dit: «Oh, wow, comme on sent comme on sent le calme, comme on sent une espèce de sérénité. Comment autour de lui, on se sent bien, par exemple. Ou bien quelqu'un qui est, comme je disais, dans la colère, peut se sentir même provoqué par la paix de quelqu'un parce que comme s'il sent que ça ne lui ressemble pas. Mais en fait, ça c'est une autre discussion, chaque personne émane la paix. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne peut ou non émaner la paix? C'est la relation avec elle-même. Je m'explique. Quand quelqu'un, consciemment ou inconsciemment, euh, n'est pas lui-même pour n'apprend pas à être lui-même parce qu'il n'a pas été guidé pour ça. Il n'a pas été guidé à se reconnaître. Il a été guidé à faire ce qu'il fallait faire dans la société. Il a été guidé à faire ce qu'il fallait faire pour être aimé des autres. Il a été guidé à faire ce qu'il fallait faire pour performer. Eh bien, la personne développe des habiletés extérieures et oublie de retrouver, de trouver qui elle est vraiment. Donc, il se passe comme un écart entre la personne et sa vie, soit par des blessures, soit par des influences. Prenons un exemple simple. Vous vivez dans une famille où votre mère est médecin, sa mère était médecin, ses sœurs sont médecins, et vraiment, vous avez une influence subtile et directe pour être un médecin. Et donc, vous avez l'impression que vous n'avez pas trop le choix, ou même si vous pensez que vous avez le choix, vous faites un médecin. Et vous êtes médecin durant une partie de votre vie. Et vous réussissez bien, ça va bien. Il y a quelque chose qui vous titille. C'est comme dans tout ce parcours-là, vous n'avez pas été guidé à retrouver vous, vos véritables talents. Peut-être qu'en fonction de qui vous êtes davantage une artiste. Mais les influences, subtiles ou non, vous emmenez à être un médecin, une infirmière ou une enseignante ou peu importe. Ça fonctionne ou non. Et il y a quelque chose qui fait en sorte que vous n'êtes pas vous-même dans ça. Et donc, il y a quelque chose en vous qui n'est pas totalement en paix parce que votre vie n'est pas la vôtre. Il se peut même que des personnes, c'est un niveau relationnel. Ils se sont engagés avec quelqu'un parce que ils n'ont pas été guidés à savoir on, comment on crée une véritable union. Une personne crée une union avec parce que ça la fait sortir de chez elle, parce que l'autre est physiquement beau ou belle, ou parce que l'autre a un équilibre financier. Mais en fait, la personne, sans s'en rendre compte, n'est pas profondément en paix parce que la vie qu'elle vit ne correspond pas à qui elle est. Donc, peu à peu, on a retrouvé la paix à l'intérieur de soi, qui nous permet, c'est-à-dire la paix qui est générée par le parcours que l'on fait pour se rapprocher de soi. Donc, à partir du moment où quelqu'un commence à vouloir se reconnaître, eh bien, commence à sentir quelque chose de bon, d'agréable, qui est de l'ordre de la paix. Et plus elle est elle-même, plus elle peut s'aimer. Voilà, et ce sont des grands thèmes que vous me donnez ce matin, là. Je pourrais pas c'est vraiment des thèmes dont je parle dans plusieurs ateliers pendant des heures et des jours, puis j'essaie d'y répondre en quelques minutes, là. Alors, Huguette me dit: «Lors de l'entretien avec le maître, il y a 5 minutes après le début un miroir que j'ai créé, entouré de vitraux, représentait les 12 rayons. S'est décroché du mur avec un grand bruit. Il s'est explosé sur le sol. Je ne sais pas quel sens donner à ces symboles qui explosent. Pouvez-vous m'aider, m'éclairer?» Oui et non, Huguette. C'est-à-dire que donner un sens à une action, souvent cette action-là
fait partie d'un tout. C'est-à-dire qu'il se passe des choses en vous, il se passe des choses autour de vous, comme ça, brutalement. Ça veut dire qu'il peut y avoir, comment je pourrais dire? Le sens peut être profond sous un angle et non sur l'autre. Je vous donne un exemple. Peut-être y a-t-il eu des signaux comme quoi, l'attache de votre miroir au mur, se détachait. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de mouvement de sol et que vous n'avez pas été voir cette attache, mais elle a commencé à se détacher. Mais peut-être qu'il y a eu une porte qui s'est fermée fort et vous n'avez pas été présent. Peut-être que le miroir qui tombe veut vous dire que vous n'avez pas été présente aux différents signaux qui vous disaient vérifie la tâche. Quelqu'un me disait un jour, j'ai trébuché sur mon lacet qui était détaché et je me suis cassé la cheville. C'est quoi le message? Ben, je me suis vraiment intériorisé. C'était quelqu'un que je connais. Puis je lui dis, écoute, ce qui émerge, c'est non seulement en ce moment, mais dans l'ensemble de toi et de ta vie, c'est la présence à ce qui t'arrive. C'est facile de dire, ben, tu n'étais pas présente, ton lacet était détaché, mais ça allait plus loin. C'est est-ce que tu es présente à, à la fois à tes sensations, tes inspirations et à ce qui se passe dans ta vie pour pouvoir faire les choix les plus justes? Eh bien, ça, c'est un signe d'être plus présent. Alors, ça peut être aussi à ce niveau-là, comme ça peut être vraiment quelque chose qui vous transmet, vraiment vous avez été dans une énergie particulière, il y a peut-être eu quelque chose qui a éveillé en vous une énergie particulière et qui veut vous dire: «Soyez attentive vraiment à ce qui se passe en ce moment, il y a un thème important». Comme ça peut être vraiment que le miroir qui éclate peut vouloir dire: «Là, le moment est venu de voir plus loin que l'image de vous, de voir qui vous êtes vraiment». Vous voyez? Moi, je suis quelqu'un qui, ne va pas aimer les interprétations rapides parce que souvent c'est un peu faussé. J'aime qu'on puisse détecter les signaux et connaître, l'histoire. Parce que c'est facile de dire: «Tiens, un miroir qui casse, ça veut dire telle chose». Dans dans les gens qui sont superstitieux vont dire: «7 ans de malheur», mais pas du tout. Elle peut vouloir vous dire aussi, tu sais, de porter attention à à à votre habitat intérieur et extérieur. Il y a plusieurs choses. Ce que je vous suggère, c'est vraiment de vous intérioriser et à l'intérieur de vous, d'imaginer le miroir en place et de lui dire: «Toi, qu'est-ce que tu veux me dire en te fracassant?» Puis de vraiment d'écouter à l'intérieur de vous. Je sais que c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais c'est celle que je peux vous donner. Mmh. Alors Caroline, ah oui, Caroline nous revient avec, son amie qui lui disait qu'elle était complotiste et que ça créait un choc en elle et une blessure, ça l'attristait vraiment et elle nous dit: «Ben, je ne suis pas une complotiste et comment ne pas rompre l'amitié?» Eh bien, là, ça nous amène, Caroline, à observer qu'est-ce que l'amitié pour moi, il y a une nuance importante entre la camaraderie et l'amitié. La camaraderie, par exemple, je vais avoir un copain avec qui je joue au tennis et je partage vraiment des bons moments. Je vais aimer cette personne comme un autre copain, par exemple, je vais marcher en forêt. Je vais aimer son regard, je vais aimer son atmosphère lorsqu'on marche en forêt. Je et ça me stimule énormément et je vais vraiment aimer marcher en forêt avec cette personne ou aller à la montagne avec cette personne. Toutefois, sa façon de juger les politiciens, ça me ressemble pas. Mais avec cette personne, c'est un copain de marche en forêt. Comme une autre personne, c'est, un camarade pour le théâtre et j'aime le rapport qu'on a avec le théâtre. Par contre,
sa façon de voir la spiritualité, ça me rejoint pas. Par contre, avec les amis et j'en parle pas, je vais pas parler de spiritualité ou avec le copain en forêt, je vais pas parler de politique parce que sa façon de voir, ne me correspond pas. Par contre, avec des amis, il y a une forme de relation beaucoup plus intime, de partage et l'ami est miroir de soi. Alors si j'ai un ami qui me disait: «Ah Pierre, tu es vraiment complotiste» et je dirais je pourrais dire: «Tu dis ça pourquoi?» et la personne me dirait imaginons, me dirait: «Parce que tu étais pas d'accord avec, le gouvernement, tu as l'impression qu'il y avait un peu de corruption», par exemple. Et bien je dirais: «En fait, c'est une impression que je mettais, mais je vois pas des complots partout» et je m'expliquerais parce que c'est un ami et mon ami me comprendrait. Mais mon ami, j'accueillerais le fait qu'il me dise: «Tiens, cette remarque, ça semble être un complotiste» et là, ça me permettrait de m'expliquer puis de dire: «Ah oui, tu mon ami, tu as trouvé que ça semblait complotiste, je me sens pas complotiste» et on pourrait échanger profondément sur le thème. Parce que si c'est mon ami, ce serait pas un jugement et s'il y a un jugement, je me dirais: «Est-ce que c'est un jugement que tu» parce que c'est un ami, on peut se dire les vraies choses. Donc je lui parlerai parce qu'on peut se parler, on peut échanger. Quelquefois les amis, on peut se frictionner, on peut dire: «Oh, je suis pas d'accord avec toi», puis mais on revient puis on dit: «Ah, ce que tu m'as dit, ça m'a touché, parce que je me sens pas comme ça. Parle-moi comment tu vois ça pour que» c'est ça que je ferais, Caroline. Alors, pour ne pas rompre l'amitié, j'irai plus profondément dans l'amitié, justement. Si c'est une amie, on va s'en parler parce que ça m'a touché, puis et cetera. Ça vous va? D'accord, on continue. Voilà, je cherche les questions. Tiens, Estelle. Estelle, est-ce que c'est la Estelle que je connais depuis longtemps, longtemps? Alors, si c'est elle, je vous salue, je te salue de la région de Québec. J'ai pris la décision de partir, de déménager. Je n'arrive pas à trouver ce que je veux. Il y a plein d'obstacles. Je me suis épuisé à chercher. Quel est le sens du fait que je n'arrive pas à trouver l'endroit à la campagne que je désire dans la nature? Alors, voilà, ça, j'aime bien que vous me posiez cette question, Estelle, parce que ça fait partie d'éléments que je veux vraiment transmettre. Vous avez cherché, cherché, vous n'arrivez pas à trouver l'endroit que vous voulez dans la nature. Eh bien, il y a un aspect fondamental, deux, mais un fondamental. Vous avez choisi de déménager. Donc, vous avez choisi de déménager parce qu'il y a des choses qui ne vous convenaient pas. Ce qui est important, c'est de vraiment identifier ce qui ne vous convenait pas dans cet endroit. Deuxièmement, identifier ce que vous voulez et pourquoi. Alors, est-ce que vous voulez une maison à la campagne et pourquoi? Que cherchez-vous vraiment? On a tendance, généralement, les humains, à identifier le type de maison qu'on veut à la campagne et c'est ça que je cherche. Et en fait, moi, ce que je vous amène, c'est pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez vivre dans un environnement calme. Vous voulez vivre en contact avec la nature. Que voulez-vous vivre dans cette maison? Je veux vivre dans un environnement, par exemple, qui me permet tel type d'activité. Par exemple, vous voulez marcher en forêt. Vous voulez vous voulez voir vos amis dans une marche en forêt, en montagne. Vous voulez créer un potager, vous voulez créer un grand jardin, parce que ça fait partie de qui vous êtes. Pas parce que vous voulez évidemment paraître, mais parce que vous voulez ça. Parce que ça fait partie de qui vous êtes. Alors qu'une autre personne serait, oui, oui, j'aimerais bien vivre à la campagne. Pierre, tu as raison, mais dans le fond, ce que j'aime, c'est le théâtre, le cinéma, les amis, les centres sportifs et tout ça. Alors, je dirais, à ce moment-là, peut-être que ça va être plus près de la ville, hein. Mais, ceci étant dit, à partir de ce que vous aimez, avant de chercher ce que je propose, et j'appelle ça l'approche du rêve éveillé, ce que je vous approche, ce que je vous propose, c'est
de vous imaginer dans les activités que vous voulez faire. Par exemple, vous vous imaginez que vous sortez de la maison et vous marchez dans la forêt près de votre maison. Vous vous imaginez faire votre jardin près de la maison. Vous imaginez que vos copains peuvent venir se ressourcer à la maison. Si vous êtes thérapeute, par exemple, vous imaginez que c'est un endroit qui est idéal pour permettre aux gens de sortir de leur milieu, d'être en contact avec un environnement calme. Autrement dit, c'est plus qu'une maison que vous cherchez. Vous cherchez ce qui correspond à la vie que vous voulez vivre. Alors, vous visualisez. Non pas une fois, mais vous visualisez différents lieux, différentes formes de forêt, ou à un autre endroit c'est la montagne, ou à un autre endroit c'est près d'un lac, ou peut-être près de la mer. Et vous vous visualisez, vous, dans les activités de vie qui sont au cœur de votre vie. Et vous faites ces visualisations-là avec une intention claire. Vous faites ça avec l'intention que vous puissiez manifester autour de vous. Alors, tout ça, je l'explique en détail dans un atelier qui s'appelle Processus de manifestation et de création, que vous pouvez aller en ligne. Mais mon but n'est pas de faire en sorte que vous achetiez un atelier. Mon but est de vous dire que ce qui est important, c'est que plutôt que de chercher une maison, cherchez la vie que vous voulez vivre. Et avant de la chercher à l'extérieur, manifestez-la à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Estelle? Alors, bon, Huguette, ça vous convient, c'est parfait. Sabine, c'est quoi pour vous la méditation? Quelles sont les étapes de la méditation? Comment s'y prendre? J'ai tellement lu, essayé, mais j'ai du mal à retrouver la paix et à me retrouver quand je médite. Alors oui, j'aime votre question aussi, parce que je pensais à tout cela dernièrement. Et je me disais, j'ai envie d'inviter des gens à une journée de méditation et de juste être comme on est là, mais fermer nos yeux. Ce que j'aime bien, c'est on se parle comme ça. Il y a un sujet, quelqu'un me pose une question, j'en parle, un autre fait un commentaire, un autre fait un commentaire, puis tout à coup on ferme nos yeux. J'appelle ça un satsang. C'est différent des satsangs des maîtres hindous, par exemple. Et c'est un moment où c'est vraiment intéressant. On prend un sujet comme on parlait de la paix tout à l'heure. On parle de la paix, quelqu'un pose une question, un autre pose une réflexion. On peut mettre une musique, on peut mettre une chanson, puis tout à coup on ferme nos yeux et on entre en méditation. Pour moi, la méditation, c'est un processus pour entrer dans un espace méditatif qui est un espace d'union. Tout le processus a pour but de vivre des instants où je ressens le bien-être, je ressens l'union à moi, je ressens l'union à la vie qui m'entoure. Et la vie qui m'entoure, ce sont les êtres humains, les arbres, l'univers, les étoiles. C'est un moment d'expansion. C'est un moment, en fait, l'idée, c'est que peu à peu, progressivement, l'idée, c'est d'en arriver à avoir des sensations extraordinaires d'être la vie. Mais, ceci étant dit, je ne mets pas de pression là-dessus. Alors, c'est quoi la méditation? C'est un processus qui commence par une intériorisation et qui a pour but de favoriser de plus en plus d'expansion pour ressentir de plus en plus d'union. Je pourrais dire aussi, simplement, que c'est un moment que je m'offre pour retrouver une sensation de bien-être, de tranquillité agréable, sans la turbulence. Et cette turbulence, ben, pour des gens, c'est une turbulence extérieure, pour des gens, c'est une turbulence intérieure, émotionnelle ou intellectuelle. Pour des gens, c'est l'ensemble. Donc, délaisser la turbulence, la distraction pour retrouver l'espace intérieur de bien-être, l'espace de paix, l'espace de tranquillité. Alors, il y a plusieurs techniques,
Mais en fait, ce qui est important d'abord, c'est de vous positionner, hein, parce que la méditation, nous amène dans des sensations. Éventuellement, la méditation peut vous amener dans des sensations de tranquillité, de paix, de joie pure et profonde, de grâce, d'extase. L'idée, c'est qu'on va vers ça sans créer en soi une obligation de résultat. Si je n'ai pas connu l'état de grâce, ma méditation n'a pas réussi. À partir du moment où vous fermez les yeux et que vous pouvez, pour un instant, être juste là, tranquille, bien, la méditation a fait son œuvre. C'est une méditation, ça a fait son œuvre. Si à un autre moment donné, vous vivez une extase, vraiment comme un éclat, eh bien, la méditation fait son œuvre. Si vous sentez juste être vous là, ça fait son œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est l'espace de tranquillité, c'est un espace d'union à soi. Et l'union à soi fait en sorte que on n'a plus des attentes ou des exigences envers les autres, donc on est plus unis aux autres et finalement à la vie, à l'arbre, aux animaux, dans le sens qu'on n'a pas d'attente ou d'exigence, on est juste là, on partage l'espace et tout ça, on va favoriser en fermant les yeux, en étant là. Alors, les étapes, c'est d'abord, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est des sensations, bah, c'est de l'énergie. Donc, favoriser, tant que faire se peut, une position où la colonne vertébrale est assez alignée, pas raide, alignée. C'est assez aligné entre la base et la couronne. Donc, je me tiens droit, mais détendu. Donc, les étapes, c'est ferme les yeux. Pourquoi je ferme les yeux? Je ferme les yeux, idéalement, les yeux sont à moitié fermés, à moitié ouverts. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de coupure avec quoi que ce soit. La méditation, ce n'est pas de je m'en vais ailleurs. Ce n'est pas je me coupe de la réalité pour aller ailleurs. Comme j'ai dit, c'est l'union. Donc, idéalement, les yeux sont à moitié ouverts, moitié fermés, parce que la réalité, elle est partout. La réalité, elle est à l'intérieur et à l'extérieur. Mais souvent, il y a une distraction de la réalité extérieure. Donc, souvent, je vais proposer de commencer avec les yeux fermés. Et quand on sera habitué dans la méditation, on aura les yeux légèrement ouverts. Et puis, vous fermez vos yeux, vous placez votre respiration, une respiration douce, où vous respirez plus en profondeur, comme je l'ai guidé aujourd'hui. Le début de la guidance pour Unis pour l'humanité, c'était l'entrée méditative. Si vous allez reprendre tout ce que j'ai fait jusqu'à temps de créer l'état de paix, là, c'était une entrée pour entrer en méditation. Donc, la posture, la respiration, et peu à peu, juste se détendre physiquement, essayer de laisser aller les préoccupations extérieures, laisser aller les émotions autant que faire se peut. Puis là, après ça, ce sont les pensées. L'idée, c'est que lorsque les pensées passent, on les laisse passer. Alors, je ne sais pas de faire le vide, je ne fais pas d'effort, sauf que si vous avez une pensée qui, tout à coup, vous dit ce serait intéressant de prenez un rendez-vous pour chez votre médecin ou chez votre thérapeute. D'accord. Vous dites d'accord, mais vous vous dites pas oui quand je devrais prendre mon rendez-vous. La pensée passe. Vous les laissez passer. Vous n'essayez pas de dire je ne veux pas passer, je ne veux pas penser, parce que pendant tout ce temps-là, vous êtes en train de penser à ne pas penser. Alors vous faites simplement laisser passer. Alors vous savez que les gens qui méditent, même s'ils méditent depuis 40 ans, il y a des pensées qui viennent. Donc, ne vous dites pas, moi, j'ai plein de pensées, je ne suis pas capable de méditer, c'est pas mon truc. Non. Tout le monde a des pensées qui viennent. Et je vais faire une histoire courte, là, je ne vais pas faire tout l'enseignement sur la méditation. Mais je ferai une journée ou une soirée, tiens, sur la méditation là-dessus. Et vous les laissez passer. Et tout à coup, par moment, pour un moment, vous allez voir, il y a peut-être 10 secondes où il n'y aura pas de pensée qui vient. Mais ces 10 secondes-là, vous êtes tranquille. Puis là, il y en a un autre qui passe. Vous le regardez passer. Et plus vous les regardez passer, moins vous les nourrissez, et bien plus elles se distancent. Et dans une période, par exemple, de 20 minutes où vous méditez,
Il va peut-être y avoir eu 15 minutes où vous avez vu passer des pensées et 5 minutes où il y en a pas eu et c'est correct. Et s'il y a eu 1 minute, c'est correct. Et s'il y a eu 10 secondes, parce que le temps que vous les regardez passer, vous êtes tranquille parce que vous vous énervez pas. C'est sûr qu'au début, on se dit: «Ah, il y a tellement de choses que j'ai pas eu le temps de penser». Juste essayez de rester calme et vous vous dites: «J'y penserai après, j'y penserai après». Calme, un espace de calme, tranquillité, bien-être. Voilà. Bon. Évidemment, je suis pas en train de donner un cours de méditation, je donne les grandes lignes, pour que vous puissiez vraiment, heu, retrouver. Donc pour retrouver la paix, la respiration va favoriser aussi la détente. Alors Estelle nous dit: «Oui, elle va essayer le processus». Bon, voilà. Eh bien, j'ai plus de questions sur mon ordinateur ou c'est moi qui est déréglé là? Mais c'est aussi le temps de je dis: «On fait une rencontre d'une heure», ça fait déjà presque 1 heure et demie. Alors, je suis très heureux que vous ayez été là et on sera là aussi pour Rendez-vous avec Pierre Dessart à 12h30 au Québec la semaine prochaine, lundi, et à 18h30 en France. Merci d'être là, merci de vos questions, ça nous amène dans des choses profondes. Je sais que je prends du temps pour répondre, en même temps, chaque réponse pourrait prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, même un cours tout entier. Euh, Ça peut être insatisfaisant par moment, mais j'essaie surtout de donner des pistes. Parce que vous comprendrez, je ne peux pas donner tout un enseignement, mais je peux donner des pistes pour vous aider. C'est ça le but. C'est une période vraiment très, très stimulante et à la fois exigeante. Vous savez, tout ce qui se passe. Avec, bon, il y a la guerre, il y a l'économie là, qui est en difficulté, il y a les hausses de, les différents taux. Donc, économiquement, c'est difficile pour tout le monde. Et l'inflation, et puis toute cette violence partout dans le monde. Et puis, il y a les zones qui sont majeures. Puis, il y a évidemment, oublions pas aussi tout ce qui est le climatique qui est important. Il y a tellement de choses qui se passent et l'énergie qui s'intensifie. Alors, c'est important qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse s'unir. C'est important qu'on puisse se créer des moments où on sent qu'on est en contact, qu'on n'est pas seul. Et c'est ça que je veux créer, qu'on on n'est pas seul. Et très humblement, si je peux vous aider à avoir des pistes, alors qu'il en soit ainsi. Je vais recommencer bientôt là à être en direct aussi dans des salles. Je vais faire des conférences, je vais faire différents types d'ateliers. Et pour ce qui vous intéresse, cet été, un sur l'éveil de la Kundalini pour favoriser l'équilibre. Et à l'automne, je vais faire quelque chose aussi concernant vraiment la voie d'expression créatrice de chacun. Alors, merci à tout le monde. Merci aussi à toute l'équipe. Joanne qui est en ligne pour vous aider quand si vous avez de la difficulté à vous brancher, qui nous suit. Et Christine Falaise qui fait de l'accompagnement psychospirituel si vous avez besoin de vraiment une thérapeute qui va exactement dans le sens de ce que je fais. Ça fait 25 ans qu'elle m'accompagne dans tout ça. Donc, Christine Falaise en ligne ou en direct. Alors, vous allez voir bientôt dans Symphonie, elle va avoir ses pages exactement dans la même orientation. Voilà. Merci. À bientôt. À la semaine prochaine. Et puis, essayez de maintenir ou de créer, de maintenir l'état de paix. Au revoir. À bientôt. Je vous mets le film de Symphonie maintenant.